Jusqu'où ira l'hypocrisie politique entre l'UNC et l'UDPS? Les deux alliés se regardent en chaîne de faïence, mais affichent tout de même une unité de façade dans les médias et ailleurs, même si certains essaient de déborder. Dans cette émission, on va tenter de comprendre quelle pourrait être la configuration, la réconfiguration, carrément l'image de la coalition Cash fondée à Nairobi en décembre 2018 en cas d'acquittement ou de condamnation de Vital Kamerhe. Et puis il y a une autre question qui revient avec insistance, l'affaire des 15 millions. L'UNC voudrait effectivement que la justice fasse d'une pierre deux coups pour juger également Vital Kamerhe dans l'affaire 15 millions. On sait qu'elle avait fait du boucan. Ici à Kinshasa, le dossier serait vide selon ses avocats. Pourquoi le leader de l'UNC est toujours privé de sa liberté provisoire? Et si le dossier est vide, les choses ont-elles été menées dans la précipitation, comme ça a été le cas avec le programme des 100 jours. Bonsoir à tous, nous sommes très contents de vous retrouver dans ce nouveau programme qui a le plaisir de recevoir pour une première fois sur ce plateau deux cadres des deux partis alliés, l'UDPS et l'UNC. Maître Fataki, qui est là. Comment allez-vous? Bien, merci, messieurs les journalistes. Au rythme du confinement, bien sûr. Au rythme du confinement, avec ces chiffres que nous bombarde l'INRB matin, midi, soir, on est à presque 1600 maintenant, tellement de morts. On prévoit le pic de l'épidémie entre fin mai et début juin. Ça signifie qu'il faut s'attendre encore au pire. Hein? C'est ce que nous déplorons, messieurs les journalistes. Kaïm, vous le savez, il y a des fois, on fait des prédictions qui sont de nature à inspirer la peur dans les chiffres de la population. Et la même population, lorsqu'elle essaie de comparer ce qui se vit ailleurs, à l'étranger, et ce qui se vit chez nous, encore que nous avons un spécialiste qui a été tellement vanté par l'opinion tant nationale qu'internationale, mais lorsqu'on se rend compte qu'il y a des contradictions légendaires, il nous promet des fois le pic au mois de mai, mais on se rend compte que ça ne se réalise pas toujours. Lorsqu'on compare des chiffres, le nombre de décès qui se comptent par des milliers ailleurs. Mais il faut reconnaître qu'aucun pays n'était préparé à affronter le Covid. Il faut accepter qu'on évolue avec essais et erreurs en même temps. Hein? Essais et erreurs, bien sûr, mais lorsque cela sort de la bouche d'un spécialiste qui se contredit plus tard, et on aurait appris même qu'il y a eu une délégation des experts internationaux qui ont contredit même l'état de santé de ceux qui... Des Chinois, des médecins chinois qui sont arrivés. Des Congolais qui gratuitement étaient identifiés comme état atteint du corona et que cela ne reflèterait pas la réalité. Ça jette quand même un discrédit dans les chefs de notre spécialiste, malheureusement, qui a été tellement vanté par Maître Fataki, vous êtes au cadre de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe. Dernière question, avant de prendre votre co-débatteur. Est-ce que le Covid-19 ou la Covid, selon maintenant l'Académie française, est une arnaque en RDC? Bon, de toutes les façons, jadis, on pensait que c'est une maladie qui existe réellement parce que ça se vit ailleurs. On a vu comment les morts étaient comptés par des milliers. Mais bizarrement chez nous, alors que nous n'avons pas assez de conditions maximum, soit des moyens nécessaires de protection, vous avez remarqué que les Congolais n'ont pas la même appréhension que les Occidentaux. Lorsqu'il faille porter les cache-nez, ici les Congolais s'en méfient parfois. Mais voilà, depuis tous ces temps-là, on se rend compte que nous ne sommes pas visités par les malheurs comme cela se réalise à l'étranger. Alors qu'on nous avait dit que d'ici fin du mois de mars, on compterait plus de morts. Cela n'est pas arrivé. On dit que nous voilà, il y a... Maintenant, on a atteint tel chiffre, mais sur les images, on ne se rend pas compte que on ne présente même pas les nombres de cadavres, on ne fait même pas les allers-retours dans des cimetières. C'est ce qui pousse maintenant la plupart des Congolais à conclure comme quoi
ça serait une anarque. Parce qu'on a appris ici qu'il y a des familles qu'on est en train de monnayer, même les cadavres, les dépouilles, ces monnaies maintenant. Il suffit seulement que vous ayez un cas de décès. Il y a une délégation qui vient maintenant vous se présenter pour négocier avec votre famille, bien évidemment, pour que votre dépouille soit alignée parmi les cas de décès victimes de la Effectivement, COVID-19. que nous avons reçu, merci beaucoup Maître Fataki, nous avons reçu beaucoup de réclamations, beaucoup de témoignages quant à ce. Nos équipes sont sur le terrain. Merci na bande kwa poto ba ba routine de la biso ba image parce que ça ba image mususu et ko sauter biso et c'est combien na poto avant que biso moto monango ça nous parvient, nous les analysons et d'ailleurs nos équipes sont sur le terrain pour certifier ces allégations présumées de marchandisation des dépouilles. À côté de vous, vous avez Maître Jean-Pierre Dikoma, un cadre d'élu de PES. Il a géré pendant de longues années la fédération UDPS de Mbuji-Mayi, le cœur même du parti au pouvoir. Comment allez-vous? Je me porte bien. Je vais bien. À Kinshasa, au rythme du confinement, bien sûr. On se confine. Ou en train de vous battre pour vous positionner, parce qu'on ne sait jamais. Non. Ici, il n'y a pas un problème de positionnement. Vous venez de le dire vous-même que nous avons fait preuve dans ce combat pour que le parti arrive là où il est aujourd'hui. C'est le résultat de notre bravoure à nous. Donc, par rapport à ça, je ne crois pas que je puisse me battre pour trouver un emploi, parce que ceux qui sont là me connaissent et ils savent de quoi je suis capable. C'est un acquis, c'est un droit. C'est mon droit. Mais on dit quand même que l'UDPS, la plupart de ceux qui ont milité au sein de ce parti n'ont pas été récompensés à leur juste valeur. Plutôt, on a préféré tendre la perche aux amis, aux connaissances venus de l'Europe, peut-être parce que certains détiendraient plus de connaissances ou d'expériences que des locaux. En fait, si cela est vrai, c'est une pratique que nous avons condamnée, que nous continuerons à condamner avec la dernière énergie. Pourquoi? Parce que nous nous sommes bâtis sur le terrain. Moi qui vous parle, parce que je ne veux pas. Il est toujours malheureux de parler de soi-même. Plusieurs fois détenus dans des cachots. 39 fois, on m'arrête pour cette lutte. 39. Ce n'est pas un plaisir. Donc, on a beaucoup souffert pour le combat. Et aujourd'hui que nous sommes arrivés, on a atteint l'apogée. Donc, le parti est au pouvoir. Je pense que et le président de la République et les dirigeants du parti doivent penser à récompenser les véritables combattants de l'UDPS qui ont payé de leur prix pour cette lutte ici. Donc, chercher à prendre les gens qui viennent d'à gauche ou d'à droite pour satisfaire certains besoins, des relations, en fait, ça serait une manière de décourager les vaillants combattants. Parce que vous êtes là, il faudrait quand même qu'on parle de Jean-Maouéja Djounès, que d'aucuns connaissent, gouverneur du Kasaï oriental. En fait, ce n'est pas notre thématique, mais il faudrait qu'on en parle parce que il est sorti de vos entrailles, l'UDPS Mbuji-Mayi. Nous recevons ici à Kinshasa beaucoup de critiques. Bah, critiques belé comme il a dit par rapport à la gestion de Jean-Maouéja. Le seul gouverneur, il y a UDPS Oyo. Vous allez na yango, na kati ya parti, na kati ya mboka. Yo muto za na Mbuji-Mayi, yo muto uti Mbuji-Mayi, yo muto yebi Maouéja, yo muto yebi population, oza en contact na bango. Est-ce que bah témoignage ya comme la biso ya malamu to ya lukuta? C'est un débat que je n'aime pas engager aux médias, parce qu'il y a beaucoup de réalités dans cette situation de Jean-Maouéja. Mais ce que je peux retenir est que, vous savez, nous sommes scientifiques. La démocratie a ses réalités. Il faut permettre à la base de se choisir de lui-même ou d'elle-même ses propres dirigeants. Et quand il y a une main noire qui vient du sommet pour imposer tel ou tel, ça va créer une cacophonie. Alors, le débat Maouéja, c'est un débat qui est lourd de conséquences aujourd'hui et qu'il y a trop d'histoires qui se racontent autour de ça. Moi, personnellement, je ne vais pas entrer dans ce débat. Au moins, ceux qui ont été à la base de cette situation peuvent s'assumer pour résoudre la situation. Qui sont ceux-là qui ont été à la base de son élection? Non, moi,
Quand on a élu Maweja, j'étais à Kinshasa. Quand il battait campagne, j'étais ici à Kinshasa. Et au moins, de loin ou de près, il y a des gens qui ont fait des navettes, Mbujima et Kinshasa, pour soutenir les candidats Maweja comme gouverneur de la province de Kassa orientale. Mais aujourd'hui, je vois qu'avec tout ce qu'on a comme résultat, ils peuvent se raviser pour chercher à améliorer leur image sur le terrain. Alors, parce qu'on a clore avec ce raccordement frauduleux, on a parlé de l'avenir du cash. Est-ce que on peut dire qu'il y a de frustration aujourd'hui au sein de l'UDPS quand vous écoutez Peter Kazadi, vous écoutez les Paul Chulumbu et tous les autres, le front, les rénovateurs, ceux qui contestent la légitimité et même la légalité à Jean-Marc Kabon, d'Augustin Kabouya. Ce n'est pas notre débat, mais parce que vous êtes là, on en profite. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un haut cadre de l'UDPS sur le plateau. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un sérieux problème au sein du parti, miné par des guerres intestines? L'UDPS, depuis sa naissance, il y a eu toujours des problèmes. Et moi qui vous parle, c'est depuis 1984 que je suis actif dans ce parti qui s'appelle l'UDPS. J'étais encore très jeune. Voilà, aujourd'hui, j'ai une chevelure blanche, j'ai vieilli et j'ai l'expérience dans ce parti. Mais j'ai toujours eu des difficultés d'amener les difficultés du parti aux médias. Parce que ce sont des problèmes qui doivent trouver solution en interne. Ceux qui amènent facilement nos problèmes aux médias, ils ont d'autres intérêts qu'ils poursuivent. Mais moi, personnellement, je me vois très mal placé d'amener les difficultés de ma maison aux médias parce que je vais partager cette difficulté avec les gens qui ne sont même pas de ma maison. Je vais me dénuder. Ça ne sera pas bon. Alors, on comprend. Donc, je pense croire que ceux qui amènent les problèmes du parti aux médias, les milieux les plus indiqués, c'est la maison UDPS où ils peuvent venir. Merci Même si bien. nous nous battons entre nous et nous allons trouver des solutions entre nous-mêmes. Jean-Pierre Dikoma, merci. Vous passez le micro à Maître Fataki. Pour la énième fois, on a refusé la liberté provisoire à Vital Kamere. À un moment donné, l'UNC créa un procès politique. Depuis, on sait un relâchement. Est-ce que vous avez eu des garanties? Monsieur le journaliste, l'état des droits n'est pas un simple slogan mystificateur ou galvanisateur. Ça voudrait dire? L'état des droits, c'est vie. L'état des droits, c'est crée. Et l'état des droits, c'est meurt. L'état des droits a ses principes, notamment celui de la liberté reconnue à tous, mais aussi celui d'égalité de tous les Congolais, que ce soit dans l'administration de la justice. Vital Kamere n'est pas un premier Congolais à avoir des ennuis judiciaires. Il y en a eu légion. Et Vital Kamere ne sera pas la dernière personne. Mais seulement ce que nous déplorons, c'est lorsque les dispositions constitutionnelles deviennent sélectives. La liberté, elle est la règle. Et c'est la détention qui est l'exception. Imaginez-vous en un seul instant un directeur de cabinet soit impliqué dans un dossier en connivence avec d'autres personnes, de la race étrangère soit-elle. Néanmoins, un directeur de cabinet, la boîte noire du président de la République, c'est lui qui assure la liaison entre l'institution président de la République avec d'autres institutions de la République. Cette personne-là, qui a une adresse connue, qui est une légende politique, c'est une personnalité politique de grande envergure, qui a participé presque dans tous les régimes politiques, sauf à l'époque de l'Euro national Lumumba. Parce que sous Mobutu, il a été, sous Laurent Désiré Kabila, il a contribué indirectement.
soit directement, sous l'actuel président honoraire, encore vivant, Joseph Kabila, il a été... On sait qu'il a joué un rôle important jusqu'à... Mais voilà, ne me coupez pas les fils d'idées, mais voilà que simplement à cause d'une situation judiciaire, alors qu'il jouirait encore de la présomption de l'innocence, que la liberté provisoire lui soit privée maintes fois. C'est là où ça nous pousse à nous poser plusieurs questions. Mais la justice dit de tenir d'indices sérieux de culpabilité. Vous dites que sa fuite n'est pas à craindre, mais on a vu son neveu, Daniel King alias Massaro, prendre la poudre de scampette avant d'être intercepté par les forces de sécurité. Messieurs les journalistes, l'indice sérieux de culpabilité n'est pas une cause du refus de la liberté provisoire. L'indice sérieux de culpabilité, c'est l'une des causes de maintenir quelqu'un dans le lien de mandat d'arrêt provisoire. C'est-à-dire, on peut détenir, on peut garder quelqu'un sous le régime de mandat d'arrêt provisoire. Au cas où il pèserait contre cette personne-là, il y aurait des indices sérieux de culpabilité. Mais aussi, lorsque cette personne est placée sous détention préventive, dès lors que les magistrats instructeurs pourra se rendre compte que la personne a une adresse connue, son identité n'est pas douteuse et que sa fuite n'est pas à craindre, on peut accorder à cette personne-là la liberté. Imaginez-vous le directeur du cabinet des chefs de l'État. Et lui-même, le chef de l'État, respectueux des engagements, fidèle à son allié, il s'est rendu compte que non, jusque-là, mon allié jouit encore de la présomption de l'innocence. Il n'a pas voulu lui démettre de ses fonctions du directeur des cabinets. Mais voilà que pour des raisons inavouées, la liberté provisoire a été maintes reprises refusée à l'honorable Vital Kamerhe. Est-ce que ça voudrait dire qu'on donne par la gauche ce qu'on reprend par la droite? Dès l'entame de votre émission, vous aviez parlé de l'hypocrisie politique. C'est ce que nous ne voulons pas adhérer. Donc nous ne voulons pas adhérer à cette thèse. Mais s'il a fallu se poser une question, est-ce qu'il y aurait une pression venant d'ailleurs? Mais nous disons non parce que les magistrats, depuis un certain temps, on l'attend. Ils clament tout haut que maintenant il y a l'effectivité de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais aussi, les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, en accord avec la disposition pertinente de la Constitution, l'article 150, ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Mais comment cela se fait-il que pour les mêmes dossiers, il y a eu d'autres co-prévenus qui bénéficieraient de la liberté provisoire? Là, je cite, il y a David Blattner, ou encore l'ancien DG de la Robank. De la Robank, il bénéficie de la liberté provisoire, toujours dans le cadre du dossier dit 100 jours. Et pourquoi des poids, des mesures, alors que l'article 12 de notre Constitution prône de l'égalité de tous devant la loi et que l'État a le droit d'accorder une protection, soit une équitabilité par rapport au traitement de tous devant toute situation. Maître Fata, kitango kolobelaka, main noire et kouta wapi et payanani et payanani, qui instrumentalise, si on va dans cette hypothèse, qui instrumentaliserait les juges? C'est une question récurrente. Même nous, que ce soit les communs des mortels, tout le monde se pose la même question. Parce que lelo oyo, il faut qu'on y cache des ans à pouvoir. En sciences politiques, on nous avait enseigné que la finalité de la conquête du pouvoir, soit la finalité, l'objet même d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et son exercice pendant au moins un temps plus long que possible. Alors aujourd'hui, les caches qui regorgent à son sein deux partis principaux, en l'occurrence l'UDPS et l'UNC, sans pour autant, sans préjudice des autres alliés. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS peut accepter que
cette coalition IDPS-UNC connaissent une fragilisation. Et cette fragilisation serait profitable à qui? Parce que ne perdez pas de vue que l'FCC, c'est une grande machine politique. Il faut batubaye bayango. Et si boyoka que FCC, banda bazawana, pour un problème interne, qu'il commence à se tirer à boulet rouge. Non, c'est parce qu'il y a des têtes pensantes qui pensent à l'avenir de cette coalition, de ces regroupements politiques, raison pour laquelle tout récemment il y a eu un problème qui avait défrayé les chroniques, ces problèmes du président de la Chambre haute avec la sénatrice Bijou. Mais vous avez vu comment on a filmé les calimets, vous voyez comment on a tempéré les ardeurs, comment on a aplani les divergences. C'est ça la maturité politique. Alors, ce qui n'est pas le cas au cash, c'est ça. C'est ça la grande question que nous nous posons. Alors qu'on a tout intérêt de consolider cette coalition parce que, n'oubliez pas, une année s'achève et une autre se pointe à l'horizon. Et c'est comme la légende de ce théâtre de Pirandello. C'est-à-dire, les spectateurs, il y a un acteur qui veut s'identifier dans la scène, dans les scénarios, qui veut incarner les personnages qui lui ont été attribués. Mais de l'autre côté, il y a les acteurs, les téléspectateurs, soit les téléspectateurs qui veulent trouver leur compte dans tout ce qui se passe. Quelle serait ma part? C'est ce que la population se pose. On reviendra à vous. À qui profiterait cette bourde au sein de la coalition Cash? Alors, nous avons l'avantage sur ce plateau d'avoir un cadre d'élu de PES, du reste, avocat des professions et des formations. Maître dit, comment est-ce qu'on peut comprendre que plus d'une fois que la justice refuse la liberté provisoire à Vital Kamerhe, alors que dans la même affaire, d'autres co-détenus ont été remis en liberté provisoire? Merci de la parole. La difficulté que j'ai, c'est d'engager un débat par rapport à la procédure judiciaire qui est en cours. Même la déontologie nous en interdit. Donc, je pense qu'il revient au juge instructeur d'apprécier. Mais moi, je suis hors procédure. Donc, c'est la seule difficulté. C'est lui-même qui connaît les contours. C'est lui-même qui gérait les dossiers. Donc, nous, en tant qu'observateurs et puis avocat des professions que je suis, je ne crois pas que je puisse... Est-ce que vous comprenez l'UNC quand Donc, le parti crie à une main noire, dénonce une main noire et parle d'un procès politique? Est-ce que vous comprenez ce point de vue? Non, nos compatriotes de l'INC, ce sont eux qui sont victimes par rapport à l'interpellation de leur dirigeant qui est notre collaborateur le plus proche, Vital Kamerhe. En fait, ils ont ce droit de se plaindre, ils ont le droit de mettre les points de vue par rapport à la situation. J'en connais quelque chose, parce que quand vous retrouvez dans cette difficulté que Vital Kamerhe se retrouve aujourd'hui, mais vous sentez que tout l'entourage derrière vous n'est pas à l'aise. Moi, je vous le dis parce que j'ai été à maintes reprises arrêté, condamné même. Mais je connais la difficulté. Donc, mes amis de l'INC, ils sont en droit de se plaindre de cette manière-là. C'est eux qui sont victimes. Donc, je sais que... Alors, s'ils dénoncent une main noire, il ne peut venir que de Félix Tshisekedi ou de vous, l'UDPS. Non. Et vous savez, juste après l'interpellation du directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, vous aviez suivi le président Jean-Marc Kabound donner un mot d'ordre à tous les combattants et combattantes du parti, à tous les cadres du parti de ne pas engager le débat par rapport à cette interpellation-là. Pourquoi? C'est pour que les adversaires qui sont en face de nous ne puissent pas profiter de l'occasion. Et nous, mais allez même à la présidente de la République. Le président de la République est le plus touché dans ce dossier ici. De son collaborateur le plus proche, avec qui il se voyait, il échangeait nuit et jour, tout ça. Donc, de voir que la justice puisse... Mais nous sommes
dans une situation, parce que nous avons voulu qu'il y ait un état de droit. Nous avons voulu que la justice soit indépendante. C'est le principe sacro-saint de Montesquieu qui a voulu que les institutions soient totalement indépendantes. Et comme la justice dans notre... C'est la première fois que nous puissions traverser cette période. Mais nous qui avons vu notre collaborateur au niveau du directeur de cabinet du chef de l'État interpellé par la justice, ne croyez pas que nous sommes à l'aise. On a pourtant l'impression que vous vous réjouissez. On voit des cadres de l'UDPS Qui se réjouissent. Certains fêtaient même cette détention. Est-ce que Caméré a autant gêné les intérêts à l'UDPS? C'est non-sens. Il y a pratiquement 72 heures, le chef de l'État recevait les députés de l'UDPS, mais ils ont parlé de cette situation. Mais les amis qui étaient partis de là, qui sont revenus, ils répètent le même mot, que le chef de l'État est vraiment touché par cette interpellation de son collaborateur. Je cite le directeur de cabinet, Vital Caméré. Mais s'il y a... Mais écoutez, même l'Éternel, notre Dieu qui nous a créés, il n'a pas l'unanimité autour de lui. Mais ne croyez pas que quand on a interpellé Vital Caméré, tout le monde pouvait ne pas être content. Il y en a qui sont contents, on l'a interpellé. Les autres aussi qui ont l'esprit de patriotisme comme nous, comme le président de la République, ils sont touchés. Maître Jean-Pierre, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Caméré a été interpellé, placé sous mandat d'arrêt provisoire, sans l'approbation de la présidence de la République? Le président de la République n'en est pour rien. Mais si je vous dis qu'il s'en plaint, le chef de l'État a de remords pour voir son collaborateur interpellé et qu'il soit dans ces conditions. Vous savez, il y a des vidéos. Quand vous suivez, même lors de la campagne électorale, le discours du cash, c'était que nous ayons dans notre pays, pour la première fois, une justice indépendante et distributive. Donc aujourd'hui, nous sommes devant la justice que nous avions voulu. Mais je ne crois pas que quand on interpelle, même si on interpellerait quelqu'un d'autre, mais vous vous souviendrez que juste après la prestation de serment, 1 ou 2 mois après, mais il y a 2 messieurs qui ont été interpellés par le fait de trafic d'influence. Les membres de la famille du chef de l'État. L'un gardé Andolo, l'autre gardé à la CPRK, à la prison centrale de Makala. Donc, c'était les membres de la famille. Est-ce qu'on n'est pas en train, est-ce qu'on ne se sert pas de l'appareil judiciaire, Maître Jean-Pierre Dicoma, je pèse les mots, pour régler des comptes à un adversaire ou un challenger en 2023? Non, mais Vital Caméré n'est pas l'adversaire du chef de l'État. Il est collaborateur du chef de l'État. Nous sommes dans le cash. Vous savez, d'abord, vous avez vu, depuis la prison de Makala, mais le président Vital Caméré a écrit, il a demandé aux députés de l'INC d'être soudés et derrière le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, et donc Jean-Marc Kabound. Depuis la prison de Makala. Mais s'il y avait un problème, mais c'est comme venait de le dire mon confrère, mon co-débatteur ici. Le problème ici, on a interpellé l'individu Vital Caméré. Nos alliances sont entre l'UDPS et l'INC. L'INC ne s'appelle pas Vital Caméré. L'UDPS ne s'appelle pas Félix Tshisekedi. Vous voyez? C'est ça la différence qu'il y a. Est-ce que cette hypocrisie politique finira un jour? Est-ce qu'il y a un jour où vous nous arrêterez quand même, vous arrêterez avec ces scénarios pour nous dire effectivement ce que nous devons savoir, ce que vous nous cachez? Non, écoutez, ici, parce que vous voulez vous marteler beaucoup plus sur l'hypocrisie politique. Est-ce qu'il y a de l'hypocrisie politique ici? Mais c'est la question que je vous pose. Mais non. Au regard des faits. Moi, je n'en vois pas. Je ne vois pas cette hypocrisie politique. Je ne vois pas l'hypocrisie politique. Ici, nous sommes devant notre propre justice. Vous savez, quand on interpellait le président de l'INC, Vital Caméré, et il a lui-même, de la même prison,
il a demandé à tous les militants de l'INC d'être calmes. Vous voyez? Et vous allez dire que lui aussi est hypocrite. Il n'est pas hypocrite. C'est un responsable. Il connaît ce qu'il fait. Et de la prison, il demande à ses députés, les députés qui sont élus sous le label de l'INC, de soutenir Jean-Marc Kabound, qui est de l'IDPS. Et parce que nous sommes dans le cash, il dit, soyons soudés. Tout ça, c'est pour que nos ennemis ne puissent profiter. Parce qu'on a interpellé Vital Kamerhe, maintenant il faut faire ça, il faut faire ça. Mais quand ils trouvent que l'IDPS et l'INC, nous sommes soudés, mais ils ne sauront pas par où entrer. Ils ne sauront pas. Qui sont vos adversaires? Mais les adversaires, vous les oubliez? Je ne viens pas faire leur promotion ici, mais vous les connaissez vous-même. Vous êtes journaliste, vous affrontez tout le monde. Mais nos adversaires sont connus. Les gens avec qui nous ne sommes pas dans les caches, mais sont nos adversaires. Donc, nous ne pouvons pas leur prêter la flamme pour qu'ils disent, voilà, entre l'INC et l'UDPS, il y a ça, il y a ça. Mais nous, l'INC et l'UDPS, nous sommes soudés. Nous défendons la même cause. Il n'y a pas de problème. Une cohésion des façades, sans doute. Et la cohésion n'est pas de façade. Maître Fatak, est-ce que vous criez à un procès politique simplement parce que l'état des droits s'applique sur vous? Est-ce que vous pensez, comme d'autres personnes l'ont dit, que Kamerhe est devenu ce cobaye de l'état des droits? Vous êtes tombé dans votre propre piège. Monsieur Kayembe, je ne cesserai de vous le répéter. L'état des droits ne veut pas dire que arrêter quelqu'un qui serait présumé auteur de la commission d'une infraction, c'est ça l'état des droits, non. D'ailleurs, il y a plusieurs documents, il y a plusieurs écritures juridiques de la portée internationale qui notent que la température, soit le thermomètre d'un état des droits, commence à partir du moment où quelqu'un est arrêté. Nous disons ceci. Vital Kamerhe est arrêté sur base des dispositions du Code des procédures pénales. Alors que la Constitution pose déjà des principes que la liberté est la règle et la détention, c'est l'exception. Les mêmes codes de procédure pénale donnent des conditions pour qu'une personne sollicite la liberté provisoire. Pourquoi, dans le cas d'un même dossier, Vital Kamerhe sollicite la liberté provisoire, on la lui refuse, alors que d'autres co-accusés en bénéficieraient? C'est ça la question que nous nous posons. L'état des droits. Dans la Constitution, il y a plusieurs dispositions qui démontrent comment l'état des droits, parce que qui dit l'état des droits veut dire simplement qu'il doit y avoir la primauté des textes, la primauté de la considération des textes juridiques au détriment de toute autre considération sociologique, politique soit-elle. Alors à ce jour, lorsqu'on remarque Vital Kamerhe, sur base d'une clameur des soupçons de la commission d'une infraction, il est interpellé. Sur base d'une simple invitation, encore que ça ne soit pas un mandat de comparution. Dans la procédure judiciaire, tout acte de procédure a sa portée. Lorsqu'on parle d'invitation, c'est-à-dire la personne doit comparaître en qualité de témoin ou renseignant. Lorsqu'on parle de mandat de comparution, c'est-à-dire la personne est impliquée lors de la commission de l'infraction. Et comment devons-nous comprendre qu'un directeur de cabinet invité pour donner des renseignements? Mais tout dépend des éléments qu'il a fournis. Non, alors qu'il a été pris au dépourvu. Peut-être il y aurait d'autres informations laissées à son bureau, qu'il aurait fallu lui laisser le temps de retourner compulser encore son bureau pour revenir avec d'autres éléments. Mais voilà qu'on est resté avec lui. Peut-être qu'il pouvait en profiter pour dissimuler certains éléments de preuve aussi. Messieurs les journalistes, peut-être c'est quelque chose que vous ne savez pas. Il y a un document intitulé « Circulaire et instructions générales »
du parquet général de la République. Dans ces documents, il y a tout un éventail de directives auxquelles les magistrats, sur toute l'étendue de la République, sont tenus de se conformer lors de l'instruction de certaines affaires. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit des personnes qui sont justiciables devant la Cour suprême de justice, on doit avoir l'autorisation expresse d'une certaine autorité judiciaire, à l'occurrence le procureur général de la République, avant l'ouverture de la poursuite judiciaire. Mais dans les mêmes documents, il est démontré, il est détaillé qu'il est prévu que d'autres catégories de personnalités politiques qui ne sont pas justiciables de la Cour suprême de justice, mais dont, une fois que la poursuite soit engagée, cela peut avoir des répercussions terribles sur le plan politique. On doit recueillir les avis des autorités politico-administratives hiérarchiquement supérieures dont dépendraient ces personnes. À l'occurrence, Vital Kamerhe. Il ne bénéficie pas des privilèges des juridictions, moins encore des immunités de poursuite. Mais vu son rang, c'est une personnalité politique de haute facture, collaborateur direct du chef de l'État. Lorsqu'il n'est pas là, il y a certains dossiers du chef de l'État parce que l'article D de l'ordonnance loi portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, en son article D, il est ainsi disposé. Dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives en tant que chef de l'État, ce dernier est assisté par un cabinet qui est représenté par un directeur de cabinet. Et là-dedans, on a décrit les différentes missions dévolues au directeur du cabinet du chef de l'État. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un directeur de cabinet du chef de l'État soit privé de la liberté avec une manière aussi légère que soit-elle. Il faudrait qu'on évolue maintenant. On sait que pour la 4e fois, la liberté provisoire a été refusée à Vital Kamerhe, mais à sa première audition ou à la première audience, des avocats expliquent que le dossier est vide. Et on ne comprend pas comment l'on est passé de plusieurs millions de dollars pour atterrir à quelques millions seulement et qu'on ne retrouve pas certains dossiers importants qui ont d'ailleurs été à l'origine de la clameur publique, notamment les sauts de moutons, qu'on ne retrouve pas le nom de Vital Kamerhe dans la citation à prévenu. Qu'est-ce qui a pu changer? C'est aussi ce qui a suscité notre étonnement, parce que pour utiliser les mêmes armes qu'a utilisé mon confrère, mon co-débatteur, je suis avocat, il y a un procès qui est en cours, je dois m'abstenir de mettre des commentaires là-dessus. Mais s'il faille que je me pose d'autres questions comme les communs des mortels, n'oubliez pas qu'au départ, il y a eu une telle information que Vital Kamerhe aurait détourné une faramineuse somme, une mirobolante somme de 370 millions de dollars, soit 400 millions de dollars. Bien avant cela, il y a eu le fameux problème de 15 millions. Alors, c'est ce qui a naturellement tiqué les lots des Congolais. La majorité des Congolais étaient curieuse de savoir comment, une fois que la justice sera saisie, on va assister à ces récits de faits gravitant autour du détournement des fonds de 370 millions. Donc, une centaine de millions, si on peut le dire ainsi. Bizarrement, on n'a pas compris par quelle alchimie juridique on quitte des 370 millions pour un chiffre aussi minime que celui de 48 millions, soit 50 et quelques millions. Le premier procès, ce fut un procès déterminant. Mais c'est un procès qui a réservé une surprise désagréable dans les chefs de plus d'un Congolais. Dans ce sens que on a assisté à une désinformation et déformation des faits. Finalement, les Congolais ont commencé à se rendre à l'évidence qu'il y a eu peut-être intoxication pour pousser les ministères publics à enclencher une action publique sur base de données factuelles erronées. Comment dans la situation à prévenir, l'on est parvenu de 370 millions
sans tenir compte d'une dizaine de millions de produits pharmaceutiques à une quarantaine de millions. C'est ça la grande question que les Congolais se sont posés. Et même les Congolais croient qu'il y a eu peut-être manipulation. Et les Congolais, maintenant, ont tendance à ne pas faire confiance en la justice parce que déjà, lors du récit des faits, il y a contradiction. Il y a ce qui s'est répandu dans des réseaux sociaux, dans des médias, dans des radios, des chaînes de télévision. Mais finalement, une fois que la justice fut saisie, on assiste à des contradictions autour des chiffres. Et dès l'entame du procès, on a assisté aux grands étonnements des prévenus, notamment M. Djamal qui dira « Si j'ai volé même une aiguille, qu'on me condamne à 20 ans ». De l'autre côté, il y a l'honorable Vital Kamerhe qui va clamer tout haut que je ne manipule pas l'argent. Je ne suis qu'un superviseur. Qui dit superviseur dit un contrôleur. Et que nous étions nombreux. Donc il y a eu une ribambelle de superviseurs. Je rappelle encore que jusque-là, il n'a pas imputé qui que ce soit par rapport à une quelconque responsabilité pénale. Pour conclure, je vais dire que les communs des Congolais pensent désormais que ces procès seraient fondés sur base d'une déformation des faits. Parce que même le ministère public n'est pas présent lorsque les faits se commettent. Lorsqu'il y a commission des infractions, le ministère public n'est pas présent. Il se contente soit à la plainte, soit encore à la dénonciation portée devant lui. Étant un humain, quoi de plus normal qu'il puisse se fonder sur base des éléments lui présentés. Mais laissons à la justice de faire son travail comme nous avons confiance en la justice. Vous avez d'ailleurs suivi la sagesse politique de l'honorable Vital Kamerhe qui, dès le début de ces pétrins judiciaires, il a exhorté les cadres et militants de l'UNC à adopter une attitude non belliciste pour être serein jusqu'à ce que la justice fasse son travail. Et même les juges, ces jours-là du procès, de la première journée du procès, avaient rappelé aux prévenus que rassurez-vous que vous êtes devant la justice de votre pays. Nous vous promettons que la justice sera équitable. C'est donc, nous appelons de tous nos voeux, que cette justice soit réellement juste et équitable. Parce que les fondements de la refondation d'une nation, c'est aussi la justice. Merci bien, Maître La Fataki. justice élève une nation, dit-on. On ne doit pas fonder notre pays, on ne doit pas bâtir le Congo sur fond des rumeurs. Ne soyez pas surpris si on vous impute que Kayembe, juste après l'émission réalisée avec Maître Fataki, il a posé un acte odieux de viol, par exemple. Toute personne peut vous imputer les faits. Mais une fois devant la justice, c'est à cette personne-là qui vous a imputé les faits d'apporter les preuves en vertu de l'adage actori incumbit probatio. Merci bien. Il revient à celui qui allègue les faits d'en apporter la preuve. Maître Jean-Pierre Dikoma, on connaît tout ce qui s'est passé, la clameur publique, les visites du chef de l'État sur les chantiers, la pression. Est-ce que sous cette pression, la justice a mal ficelé les dossiers au point que l'on parte de plusieurs centaines de millions pour retomber à 50 millions? Est-ce qu'on tend vers un probable acquittement de Vital Kamerhe dans cette affaire, sans doute, qui laissera une tache noire sur la chemise blanche du président? Merci bien. Vous êtes sans oublier que jusqu'à la minute où nous parlons, le directeur de cabinet du chef de l'État est présumé innocent. Jusqu'à la minute où nous parlons. Parce que Vital Kamerhe n'est pas encore condamné par la même justice-là. Et l'instruction du dossier continue. C'est là où nous réservons le droit de faire trop de commentaires quant à ça. On se réserve ce droit-là. Donc, je pense que son acquittement nous sera la bienvenue. Mais vous avez vu que depuis son interpellation jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été remplacé. Il n'a jamais été remplacé. C'est pour dire que le chef de l'État est mis en mal avec cette interpellation-là.
Pourquoi on ne le remplace pas? Il n'est pas interpellé. Parce que si, le lendemain de son interpellation, et que le président de la République avait nommé son remplaçant, là, on allait dire donc il y avait Anguille sous roche. Mais c'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, le président de la République garde son mal en patience. Il évite qu'on dise qu'il est impliqué dans Ah non, dans ceci, dans cela. Et depuis que Vital Kamerhe est interpellé, il n'est pas encore remplacé de l'autre côté du cabinet du chef de l'État. Nous continuons à le considérer comme directeur de cabinet du président de la République. C'est lui, M. Berent, n'est qu'un intérimaire. C'est AI. Il est là parce qu'on ne peut pas bloquer le fonctionnement du cabinet du chef. Celui qui venait après lui, il doit continuer à expédier les affaires courantes. Donc nous estimons que si demain, et qu'il recouvrait sa liberté, on l'a quitté, mais il va revenir. C'est notre allié principal. Nous le disons. La main sur le cœur que l'interpellation de l'honorable Vital Kamerhe, ou le directeur du cabinet du chef, n'est pas quelque chose de bien pour nous. Vous voyez, il y fallut que nous soyons ensemble. Vous le dites pour la consommation publique? Je ne le dis pas pour la consommation. C'est ce que vous pensez, ou que carrément vous n'êtes pas dans le secret de ce qui se tramerait? Mais le secret, à moins que si vous avez certaines informations dans ce qui se trame, vous pouvez nous le dire. Mais moi, je vous dis, en tant que responsable dans ce parti, et je connais parce que les gens, nos collaborateurs ou nos chefs qui côtoient les chefs de l'État chaque jour, nous causons avec eux et que nous avons des informations. Si vraiment il y avait un problème entre l'UDPS et l'INC ou entre le chef de l'État et Vital Kamerhe, son directeur de cabinet, on les dénoncerait. On les dénoncerait. Mais comme jusqu'à présent, nous sommes en train, nous nous remettons nous tous à la justice de notre pays. C'est pour cela et que le directeur de cabinet du chef de l'État est encore présumé innocent. Nous nous en remettons, nous suivons le déroulement normal de la procédure. Quel sera l'avenir de la coalition Cash en cas d'acquittement ou de condamnation de Vital Kamerhe? Mais la coalition continue, oui. La coalition continue. Quand je suis avec mon estimé confrère ici, nous sommes dans la même coalition. Mais je pense que quand vous nous posez les questions là, vous ne voyez pas qu'entre moi et lui, qu'il y ait l'électricité à l'air, comme si on était au front. On les voit sur d'autres plateaux, non, ailleurs. Non, ça ce sont les autres. Mais vos membres qui se rentrent sérieusement dedans. Nous sommes suffisamment informés. Suffisamment informés. C'est la raison pour laquelle quand nous venons aux médias, nous savons que nous ne sommes pas en dissidence entre l'INC et l'UDPS. Et nous savons comment gérer nos émotions. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème. On apprend dans les couloirs que Kamerhe pourrait citer certains membres de la famille du président qui seraient eux aussi impliqués. Ils auraient touché soit des pots de vin ou perçu des rétrocommissions dans le cadre de ce programme de 100 jours. C'est peut-être pour ça que vous l'aménagez un peu. Est-ce que vous vous rappelez du message du chef de l'État après son élection vis-à-vis de sa famille? Vous êtes journaliste, vous avez plus d'informations. Le président de la République s'était adressé à sa famille. Il y a parfois un fossé entre le dire et le faire. Non, la théorie et la pratique. Non, mais Félix, vous savez, le président Félix est différent des restes. Hein, vous voyez. Et je parle de la personne que je connais mieux. Ayant évolué avec lui des années. Combattant, président, secrétaire général adjoint, président du parti, et jusqu'à arriver là où il est. Donc, je sais de quoi j'ai dit. Je ne peux pas me comporter comme le commun de mortel. C'est-à-dire que si ses proches sont impliqués... On arrête. Si même les membres, même sa maman Marthe, comme il est là, et qu'on l'ait soupçonné que non, maman Marthe est impliquée dans tel ou tel... Mais il aura à répondre devant la justice. Mais nous avons voulu cette justice ici. Et non pas une justice à double vitesse que nous avions condamnée depuis des années, depuis des décennies. Aujourd'hui, nous sommes devant une justice que nous voulons être indépendante et équitable. Il faut que votre co-débatteur réponde aussi à la même question. On apprend de plus en plus des cadres de l'UNC revenir sur l'affaire 15 millions. Qu'est-ce qui se cache? On voudrait qu'on l'exhume et que la justice fasse d'une pierre deux coups. Est-ce que
il y a des révélations à faire et nous apprenons de plus en plus que certains membres de la famille présidentielle seraient impliqués eux aussi dans ce détournement présumé. Est-ce qu'il faut s'attendre à de graves révélations dans les jours à venir? Maître Fataki. Monsieur Kayembe, vous savez, si au sein de l'UNC, on est en train de clamer sur l'exhumation de cette fameuse affaire de 15 millions, c'est justement pour dissiper tout malentendu. Parce que Vital Kamerhe est l'un des politiciens de ces dernières décennies ayant subi un tel si grand coup politique tendant à son élimination de la sphère politique. Comment peut-on croire que jadis, quelques jours passés, on a véhiculé, vilipendé Vital Kamerhe comme voleur de 15 millions. Encore que ça ne soit pas ici du trésor public pour que ce soit détournement de deniers publics. À l'époque, on n'a pas senti la même excitation. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Dans la loi portant organisation et fonctionnement du cabinet du chef de l'État, il y a une disposition qui prône la discrétion, la retenue, la réserve. Vital Kamerhe, en sa qualité d'un chevronné politique, il sait quand est-ce qu'un homme d'État peut parler, quand est-ce qu'il peut se taire. Mais ce n'est pas ce que peut concevoir ses militants au sein de son parti politique. Lorsque tout le monde clamait Vital Kamerhe voleur, c'est maintenant le moment, parce que cela n'est pas sorti de la bouche de Vital Kamerhe pour dire que non, nous voulons voir clair s'agissant de l'affaire 15 millions. Mais ce sont ces militants qui se posent des questions. Mais comment, si réellement Vital Kamerhe était impliqué, soit serait voleur, de cette importante somme de 15 millions, mais c'est les journalistes, 15 millions de dollars, pas à confondre avec 15 000 dollars, moins encore avec 1500 dollars. Vous avez vu comment une grande entreprise, une grande institution, pas institution, mais une grande entreprise de la place, la CNCS, qui a fait un don pour lutter contre la Covid, un don si important d'1 million de dollars. C'est beaucoup d'argent. Alors un individu à lui seul parvenir à détourner la somme de 15 millions et que cela soit porté sur la place publique. Mais bizarrement, lorsqu'il est sujet à des pétrins, à des ennuis judiciaires, on laisse de côté cette affaire. Ne pouvez-vous pas vous poser une question là-dessus? C'est la même question qui revient dans le chef de plusieurs militants pour se dire que voilà. Est-ce qu'ils ont, des informations contraires? Est-ce qu'ils ont des informations supplémentaires? Est-ce qu'ils ont des éléments qui incrimineraient d'autres personnes que Vital Kamerhe? Je dis seulement que les militants de l'UNC veulent voir clair. Et cela pousse ces derniers à conclure que, de la même façon que par rapport à l'affaire des 15 millions, il y a eu un silence radio, de la même façon que dans cette affaire, il y aurait aussi un silence radio. Mais on voulait voir clair. Pourquoi, s'il y aurait des responsabilités qui jusque-là sont inconnues, que Vital Kamerhe seul porte la responsabilité comme s'il serait considéré comme une victime expiatoire, soit aussi comme un bouc émissaire. C'est une raison fondée. C'est une réclamation qui vaut son pesant d'or. Pourquoi la même personne qu'on a tirée à boulet rouge, qu'elle serait voleur? Mais voilà qu'on laisse de côté cette affaire. Par quelle alchimie? On se pose des questions. Je vous dis que dans cette affaire, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Des dénonciations ou des révélations? Il y aura des surprises dans ce sens que les dossiers pourra ramener à faire interpeller plusieurs personnes. Peut-être il y a encore eu des dépenses. Or,
normes, soit qui étaient effectuées en dehors du programme des 100 jours, mais qui ont été malheureusement imputés dans les cas des 100 jours pour finalement impliquer les directeurs du cabinet chef de l'État. Parce que j'ai lu quelques jours passés que le coordonnateur Nicolas Kazadi aurait tweeté, j'ai lu même ces tweets, je ne sais pas si ces tweets seraient authentiques, je parle au conditionnel. Il reconnaît avoir touché un certain pourcentage, non pas du montant qui a été vraisemblablement alloué, mais du montant qui a été prévu, soit 470 millions, 477 millions. Alors les 5% de ces montants, vous savez, ça représente quoi? Ça représente des millions de dollars. Alors, si on a considéré à tort que de telles dépenses liées aux payes de toute personne impliquée dans la supervision, soit dans la coordination, et qu'on a fait les calculs de tout cela pour conclure comme quoi il y a eu détournement. Encore que dans le cadre de ces dossiers, il y a encore une révélation. Il y a la matière contractuelle qui lie une entreprise et l'État. Lorsqu'il y a l'inexécution d'un contrat, soit lorsqu'il y a l'exécution tardive du contrat, on doit se référer aux clauses contractuelles. Qu'est-ce que les contrats avaient prévu en cas de retard, en cas de l'inexécution? Moi, j'ai lu ces contrats. Dans ces contrats, il y a eu les cahiers des charges. Vous allez atterrir, hein? Malheureusement, on doit rendre l'antenne. Mais aussi, dans ces contrats, il a été stipulé que lorsque l'entreprise, en application bien sûr du manuel de la procédure de passation des marchés, en son article 143, alinéa 4, bien sûr, lorsque l'entreprise sera dans l'impossibilité d'exécuter les contrats, soit aura acquiescé un retard, elle peut se faire substituer par une autre entreprise, soit encore on va se soumettre à l'arbitrage de la direction des contrôles des marchés publics, soit encore on peut recourir à la négociation, à l'arrangement à l'amiable. Mais par quelle magie on a sauté les dispositions contractuelles qui rentrent purement dans un cadre privé, d'une matière privée, d'une matière civile et commerciale, pour tomber dans des considérations infractionnelles ou pénales. Merci beaucoup, alors, Fataki. C'est par ces mots que j'en appelle à la sagesse de nos partenaires de l'IDPS, bien entendu, d'avoir de la retenue. J'ai apprécié aujourd'hui la sagesse de mon co-débatteur. C'est pour moi l'occasion d'apprécier quand même certaines têtes pensantes au sein de ces partis qui sont malheureusement négligées. On accorde plus l'attention à l'effervescence juvénile qui malheureusement ne sait pas aussi apprécier les choses comme... Est-ce que le cash pourrait survivre au-delà de Vital Kamerhe? L'UNC est un parti politique qui est respectueux des textes. L'UNC, c'est parmi les rares partis politiques qui se laissent, comme, qui dirais-je, dans la dictature des autorités morales. Au sein de l'INC, même en l'absence du président Vital Kamerhe, vous voyez comment les partis est ordonné. Les partis fonctionnent. Mais dans d'autres partis, il suffit seulement que les leaders soient momentanément empêchés. Il y a des problèmes. Vous n'avez pas entendu. Il n'est pas encore condamné, il faudrait attendre. Il n'est pas encore condamné, il bénéficie de la présomption d'innocence. Ouais. Jusque-là, l'UDPS, pas l'UDPS, mais l'UNC est encore discipliné, ordonné. On est en train de respecter les mots d'ordre du parti, mais je ne pense pas parce qu'avec les hypothèses, si on mettrait Kinshasa dans une bouteille. Voilà, comme on n'est pas encore arrivé dans cette hypothèse-là, je n'ai pas du temps à opiner là-dessus. Voilà, on va voir si effectivement toutes les troupes resteront en ordre de bataille. Maître Dikoma, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, on a fini. Vous allez prendre la parole. Est-ce que cette affaire peut-elle ébranler ou affecter le fonctionnement normal des institutions en cas de condamnation de Vital Kamerhe? Est-ce que vous entrevoyez la reconfiguration de l'Alliance? Vous avez 1 minute et demie, ensuite je reviendrai pour conclure l'émission. Nous avons des responsabilités politiques et nous devons nous assumer. Je crois que nous sommes des hommes politiques.
quand Jean-Pierre Dikoma est commis à des responsabilités d'État, je ne suis plus là pour mon parti. Et je dois défendre l'État congolais. Nous ne souhaitons pas la condamnation de notre allié principal qui est Vital Kamerhe. Je l'ai dit. Et jusqu'à la preuve du contraire, à moins les jours qu'il sera condamné. Et nous estimons qu'il jouit encore de la présomption d'innocence. Jusque-là, nous attendons, nous espérons que demain, il peut nous rejoindre quand la justice l'aura acquitté. Et nous voulons que nous soyons unis dans notre combat, l'INC et l'UDPS. Les gens qui nous ont vus nous battre lors de la campagne électorale, il y en a qui ne croyaient pas qu'on pouvait arriver là où nous sommes. Et après la prise du pouvoir, on a vu que les deux étaient toujours ensemble. Et nous devons continuer à marcher ensemble. Nous ne permettrons pas que ceux qui cherchent à nous diviser aient la possibilité de percer et nous atteindre. Nous continuerons à marcher ensemble. Nous avons entre l'INC et l'UDPS des grands esprits qui sont là pour défendre les idéaux. Et nous continuerons, nous sommes parmi les défenseurs de ces idéaux. On espère pour vraiment que c'est que... la paix règne et que le Congo, c'est le Congo qui va sortir victorieux et non pas les individus. On espère vraiment que ce que vous dites, c'est ce que vous pensez ou que c'est ce que d'autres personnes pensent. Maître Jean-Pierre Dikoma, c'est un plaisir. Tant que vous serez encore à Kinshasa, on va se voir de temps en temps. Je suis disposé, et chaque fois que vous allez me lancer l'invitation, c'est l'occasion pour moi de saluer mon confrère, mon estimé confrère, Maître Fataki. Pour la première fois qu'on se retrouve, j'ai aimé sa prestation et j'aimerais que prochainement que nous puissions encore nous retrouver ensemble. Ce sera à nous de décider, aux internautes qui vont regarder ce programme. Ils vont vous apprécier, vos côtés d'ailleurs. Maître Fataki, merci également à vous d'être venu. Très élégant dans le débat, respectueux de son co-débatteur. Ça, c'est des valeurs qui sont en train de nous quitter avec des jeunes politiciens maintenant. C'est à moi de vous remercier. C'est pas facile. Lorsqu'on est devant les micros, on est parfois séduit. Et devant cette séduction, on peut être amené à dire n'importe quoi au risque d'embraser inutilement la case. Alors qu'on n'a pas intérêt, on a intérêt à consolider les acquis. Nous sommes dans un état où il y a une attente de la population. Cette population a des fortes attentes par rapport au recul de la misère, au recul de l'injustice, au recul de la violation des droits de l'homme. On ne peut pas offrir à notre population un spectacle désobligeant d'une guerre fratricide. Comme on dit. Voilà, nous avons tout intérêt à consolider les acquis de l'alternance, consolider les acquis de la coalition cash. On n'a pas intérêt à se faire du mal. Merci pour l'invitation et merci bien à vous. À venir. Que la République triomphe, que le Congo triomphe au-delà de nos petites personnes. Merci à vous deux pour ces échanges. Merci à l'équipe technique. Merci aux internautes qui ont suivi ce programme. On se retrouve la fois prochaine pour une autre émission sur d'autres thématiques avec d'autres invités. Merci à ceux qui nous écrivent. Continuez à nous écrire. C'est très important de savoir ce que vous pensez de ce que nous faisons. Le numéro est affiché. Et même en commentaire, vous nous laisserez vos commentaires, nous dire ce que vous pensez de ce programme, des échanges de nos invités. Quand est-ce que vous souhaitez que les deux reviennent encore analyser l'actualité politique dans notre pays? D'ici là, portez-vous bien. À très vite.